bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce dernier webinaire de 2020 de Défis et Controverses. On est très content de vous avoir, pour les fidèles et pour les premiers qui assistent à ce type de réunion. Et lors de notre premier webinaire sur la transition alimentaire, dont le thème central abordait la disponibilité du vivant, nous évoquons aujourd'hui la transition alimentaire sous l'angle de la transformation et de la consommation durable. Et nous interrogerons avec notre premier invité, Éric Birlouez, sociologue de l'alimentation et de l'agriculture, sur cette transition, cette transformation, sur la perception qu'il a de cette évolution alimentaire et s'il mesure une réelle prise de conscience de la situation actuelle par les citoyens consommateurs que nous sommes et de l'ensemble des acteurs de la chaîne alimentaire pour passer à l'action et en particulier pour ce qui concerne la génération montante. Nul doute, les dérèglements climatiques, les pollutions, la limitation des ressources naturelles, la chute de la biodiversité, l'augmentation de la population mondiale, bref, tout ce tableau noir nous pousse à repenser notre stratégie alimentaire, tout en tendant à satisfaire à la fois nos attentes en matière de goût, d'environnement, de santé, d'éthique. Autant d'éléments que nous devons prendre en compte lorsque l'on parle d'alimentation responsable. À toi, Laurent. Merci François. Donc pour parler de cette transition alimentaire, nous avons des invités pour moi très particuliers, que j'apprécie personnellement, des personnes que j'ai appris à connaître autour d'une table ronde, avec ou sans victuailles, mais toujours avec des propos redoutables. Donc autour de cette table, nous ouvrirons le débat, comme l'a dit François, avec Éric Birlouez, que nous avions déjà invité lors d'un précédent webinaire en juin dernier, un sociologue de l'agriculture et de l'alimentation que je connais de façon trop virtuelle, mais dont le discours me captive à chaque fois. Puis, Jean-Marc Lefebvre, représente aujourd'hui le Synabio, une organisation qui fédère des entreprises de la bio, des transformateurs et des distributeurs. Il a longuement officié au développement de la politique RSE de l'entreprise Tribala. Cet expert de la bio a été l'un des principaux artisans de la décision prise en 2019 par le Comité national d'agriculture biologique d'interdire la vente de fruits et légumes sous serre chauffée. Donc, vous le connaissez forcément, mais il a tellement de choses à nous raconter. Vous verrez, c'est un homme passionnant. Ensuite, nous accueillerons deux chefs, un chef triplement étoilé et un autre constellé de qualité. Je veux parler de Régis Marcon et de Philippe Henné. Régis est un homme qui, malgré ses étoiles, a toujours su rester accessible, modeste, engagé pour la profession et pour les professionnels de la restauration. En 2018, il a été mandaté par Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale, pour réaliser un rapport sur la formation professionnelle. Engagé sur le sujet de la formation, mais aussi de la restauration collective, car depuis la rentrée, Régis assure la cantine des enfants de Saint-Bonnet-le-Froid. Philippe Henné est un cuisinier hors pair, toujours à penser, remuer, agir, et bien sûr cuisiner, créer, inventer. Ce globe-trotter très engagé se ressource dans la ferme familiale écologique au Ménil-Rouxelin, pas très loin de Saint-Lô, et accueille de nombreux passionnés dans ses cuisines. Et je vous invite à le découvrir. J'ai eu la chance d'y aller, c'était un réel plaisir. Et j'ai envie de vous dire aussi, naturellement, il est aussi membre de l'association Les Pieds dans le Plat, une association unique, toujours sur le terrain auprès des acteurs pour améliorer la qualité alimentaire et promouvoir la bio en restauration collective. Ils ont tous les deux accepté notre invitation et nous le remercions sincèrement. Mais sans plus attendre, ouvrons les débats de la transition alimentaire et pour cela, je passe la parole à Éric. Éric, je vous passe la parole. Merci beaucoup Laurent, merci beaucoup François pour cette présentation. Alors je voulais m'interroger avec vous, puisqu'on parle d'alimentation durable, sur le sens que revêt cette notion pour nos concitoyens et puis donc également sur comment faire finalement pour entraîner le maximum de nos concitoyens vers cette alimentation durable que beaucoup, sans trop savoir ce qu'elle est, finalement appellent de leur vœu. Bien sûr, on peut dire qu'il y a aujourd'hui un consensus scientifique pour dire que tendre vers une alimentation durable, eh bien, c'est quelque chose qui est absolument nécessaire. C'est même une nécessité impérieuse, c'est même une urgence en raison des multiples défis, que je ne vais pas rappeler, que tout le monde connaît, les multiples défis auxquels notre humanité est confrontée. Et on voit également dans les enquêtes que nous faisons que de plus en plus de nos concitoyens, surtout les plus jeunes, surtout les plus diplômés, eh bien, appellent de leur vœu une alimentation durable.
Mais question que je me suis posée, si on regarde, enfin si on observe l'ensemble de la population française, qu'est-ce que ça veut dire pour les gens de la rue, comme on dit, une alimentation durable? On a un qualificatif durable qui est évidemment de plus en plus utilisé à propos de l'alimentation. Ce que l'on constate, c'est que le sens de cette expression n'est pas, loin s'en faut, connu de tout le monde. C'est-à-dire que c'est une expression qui ne dit rien à pas mal de gens, finalement, ou dont le sens demeure finalement assez vague. On a entendu parler de cette notion d'alimentation durable, on ne sait pas très bien ce qu'il y a derrière. Et quand on a une petite idée de la question, eh bien finalement on a une compréhension qui est assez, assez partielle, très partielle même, et souvent variable d'une personne à l'autre. J'ai interrogé pas mal de gens sur cette question. Vous interrogez 10 personnes et vous avez 10 visions, 10 perceptions de ce qu'est l'alimentation durable. Et ce qui vient quand même le plus souvent à l'esprit, c'est la protection de l'environnement. Mais bien sûr, l'environnement n'est pas le seul pilier de l'alimentation durable. Il y a bien d'autres aspects. Il y a le social, il y a l'économique, mais il y a aussi, on pourrait dire, le culturel, la santé, etc., etc. Et puis en termes de comportement alimentaire, et c'est là où on entre dans les simplifications, eh bien pour certains, l'alimentation durable est synonyme de bio, de tout bio. Pour d'autres, non, ce n'est pas du tout le bio, c'est le local. Pour d'autres, alimentation durable, c'est comme une évidence, ne plus manger de viande, ou en tout cas manger moins de viande, ou lutter contre le gaspillage alimentaire, ou la prolifération des plastiques, ou bien évidemment un petit peu de tout ça. Et pourtant, il y a des définitions de l'alimentation durable. Et il y en a une notamment qui est un peu connue quand on travaille sur le sujet, qui est celle de la FAO, qui date déjà de 10 années. En 2010, la FAO nous a proposé une définition que je trouve assez complète, peut-être pas totalement complète, mais déjà très complète de l'alimentation durable. Et je vous la lis et vous allez voir à quel point elle est facile à se rappeler. Une alimentation durable, dit la FAO en 2010, c'est une alimentation qui contribue à protéger, à respecter la biodiversité et les écosystèmes, une alimentation qui est culturellement acceptable, économiquement équitable et accessible, abordable, nutritionnellement sûre et saine, et qui permet d'optimiser les ressources naturelles et humaines. Ouf! Alors je ne vous demanderai pas de la répéter. On ne s'attend pas évidemment à ce que nos concitoyens connaissent par cœur cette définition. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'en fait, cette définition, elle comporte beaucoup plus de dimensions que finalement nos concitoyens attachent à l'alimentation durable. Comme je le disais, on pense d'abord et surtout environnement et puis on oublie finalement pas mal d'autres choses. Et d'ailleurs, les chercheurs rajoutent d'ailleurs à la définition de la FAO d'autres aspects importants comme la gouvernance de l'alimentation durable, la gestion politique finalement de l'ensemble, etc. Mais moi, il y a une chose qui m'étonne, c'est que finalement, peut-être parce que je suis français, que je vis dans cette culture alimentaire particulière malgré tout, de ne pas voir apparaître dans cette définition de l'alimentation durable, pourtant assez complète, vous l'avez vu, la question du plaisir alimentaire. Tout simplement parce qu'il ne faut pas oublier que ce qui guide l'alimentation des personnes qui ont la chance de manger à leur faim, ce qui guide leur alimentation, c'est le plaisir et ce n'est pas autre chose. En premier lieu, alors évidemment qu'il y a autre chose à côté, mais le plaisir est extrêmement important. Et cette notion de plaisir alimentaire, qui doit être accessible à tous, évidemment, ce n'est pas quelque chose qui serait facultatif ou secondaire, ce n'est pas la cerise sur le gâteau finalement. C'est une notion extrêmement importante. Et j'aime bien rappeler dans les conférences aux étudiants que l'alimentation a 3 fonctions. Nourrir, bien sûr, mais aussi réunir et réjouir. Et je crois que c'est vraiment des fondamentaux sur lesquels on pourra discuter. Une alimentation durable ne peut pas faire l'impasse sur ces dimensions-là, sinon ça va pas être très attractif finalement. Ça, c'est le premier point. Alors, bien sûr, j'avais commencé par ça, le mot durable, et même d'ailleurs le mot de transition alimentaire, si ça reste vague pour beaucoup de nos concitoyens, ce que l'on voit quand même, c'est que les enjeux auxquels cette notion d'alimentation durable font référence sont perçus comme importants par une fraction croissante de nos concitoyens. Moi, ça fait quand même pas d'années, mais de décennies que j'observe les
comportement alimentaire de nos concitoyens. Et ce qui m'a frappé, mais je ne suis pas le seul évidemment à avoir été frappé par ça, c'est de voir que depuis quelques années, avant la pandémie, mais la pandémie n'a fait finalement que renforcer ces choses-là, depuis quelques années, on voyait, pas tous les Français, j'insiste là-dessus, mais en tout cas une part croissante de nos concitoyens, et j'ai dit tout à l'heure, en priorité les plus jeunes, mais pas que, en priorité les plus diplômés, mais pas que. Donc on voyait un changement de rapport à l'alimentation, un changement d'attitude, et même d'ailleurs des débuts de changement de comportement. On voit de plus en plus de personnes, et ce n'était pas le cas il y a 15 ou 20 ans, de plus en plus attentifs à leur santé. Et là, évidemment, la crise, la pandémie va rendre les gens encore plus attentifs à leur santé. Ça, il faut vraiment l'avoir bien en tête. Mais on voyait, y compris chez les jeunes, une préoccupation santé qui ne faisait que monter. Bon, pour tout un tas de raisons, évidemment, sur lesquelles je ne vais pas revenir. Il y avait évidemment cette montée de la préoccupation environnementale et depuis quelques années, du climat. Bon, tout ça, c'est banal. Mais aussi, et ça a été même d'ailleurs renforcé par le confinement, une montée de la préoccupation sociale. Nos agriculteurs ne vivent pas dignement de leur travail, c'est inadmissible. Et on voyait des gens qui étaient prêts à payer un peu plus cher un litre de lait ou du beurre, ou, enfin, si vous voulez, ou des œufs pour rémunérer plus dignement les producteurs. Donc on avait à la fois des changements d'attitude qui se faisaient jour dans le domaine de la santé, de l'environnement, du caractère équitable des produits alimentaires, et qui se traduisaient en partie, je dis bien en partie, par des changements de comportement. Les gens de la grande distribution qui ont des panels, vous connaissez, les panels Kantar, etc., montraient que depuis quelques années, on achetait moins en volume, en quantité, mais il y avait une montée en gamme. C'est-à-dire les Français avaient commencé à se rendre compte que, et j'en étais évidemment très heureux, que l'alimentation, ça a de la valeur, il y a beaucoup de valeur au pluriel derrière l'alimentation, et on voyait des gens qui étaient prêts, qui le pouvaient, mais quelquefois avec pas de revenus très élevés, et qui faisaient l'effort de payer un peu plus cher pour répondre à leurs attentes qualitatives de santé, d'environnement, d'équité, etc. Ce désir donc d'une consommation plus durable, même si on n'utilisait pas le mot, peu importe, ce désir, il existait, il préexistait avant la crise Covid-19. Et là, vraiment, je crois qu'on a tous bien regardé ça, que ça a été renforcé par la crise. Il y a d'autres effets très importants sur lesquels je viendrai tout à l'heure, qui sont évidemment les impacts économiques de la crise, mais je l'évoquerai dans quelques instants. Voilà, donc j'ai dit en partie, c'est-à-dire que pour une partie des Français qui avaient donc modifié leur manière de manger pour tendre vers une alimentation plus durable, mais qu'il y avait quand même, il ne fallait pas oublier que lorsqu'on passait à l'acte, c'est-à-dire en situation d'achat, finalement, encore une fois, ce qui venait en premier, c'était le goût des produits, la praticité, la simplicité, la rapidité d'utilisation. On peut le déplorer, mais la réalité, elle est celle-là. On choisit des produits qui ont du goût, on choisit des produits simples et rapides d'utilisation, des produits nouveaux. Il y a cette néophilie, cet attrait de la nouveauté, et bien sûr, pour une partie de la population, le prix. Mais avant la pandémie, on voyait que de plus en plus de personnes privilégiaient la qualité dans toutes ses dimensions par rapport au prix. Alors évidemment, il y a beaucoup je vous le disais, beaucoup de bonnes résolutions, d'intentions, d'envies qui se traduisent donc en partie, mais en partie seulement dans les pratiques d'achat et de consommation. Et parfois, on a des choses qui nous surprennent. Par exemple, on sait que les jeunes, les 18-24 ans pour être précis, sont dans la population générale ceux qui sont les plus sensibles à l'environnement, les plus sensibles au climat, les plus sensibles également à la cause animale. Et ce sont eux, plus que leurs aînés, qui prônent, par exemple, le renoncement à la viande. Et quand on regarde les statistiques, les données précises recueillies par le Crédoc, eh bien, on voit que les plus gros consommateurs de produits carnés, pas que de viande, mais de produits carnés, sont les 18-24 ans. Et des contradictions comme celle-là, elles sont légion. Là, je parle des jeunes, mais tout le monde sait et aimerait manger davantage de fruits et de légumes. On est convaincu que ce serait bien pour la santé, déjà en premier lieu. La santé, ça fait partie de l'alimentation durable. Et puis en réalité, seuls 25% des adultes et 6% des enfants et adolescents
de 3 à 17 ans mangent au moins 5 fruits et légumes par jour. Slogan que tout le monde, mais là quand je dis tout le monde, c'est quasiment tout le monde, connaît parfaitement. Donc ça, c'est un autre sujet, c'est comment passe-t-on de l'intention, de la résolution au comportement. Et puis, quand on parle de durable, donc il y a cette envie de durable, encore une fois, même si le mot n'est pas vraiment très bien connu, il y a quand même pas mal, on pourrait y revenir peut-être, d'idées fausses, pas mal de, de mythes, parfois de simplifications, de raccourcis erronés. Et puis parfois, il y a même des dogmes. Hein. Il y a aussi un peu d'idéologie parfois. L'idéologie, c'est de dire, par exemple, le bio, il n'y a que ça de vrai, et le bio, c'est forcément durable. Mais non, le bio n'est pas forcément durable. Il peut l'être, il peut être pas du tout durable. Ou de dire, c'est pas le bio, c'est le local qui va sauver l'humanité. Bon, là aussi, les choses ne sont pas si simples. Ou de dire manger durable, c'est renoncer à la viande. Ou, dans les cas les plus extrêmes, c'est de dire qu'il faut sanctuariser la nature, il faut sacraliser l'animal, etc., etc. Donc, il y a aussi ces dimensions un peu, oui, parfois dogmatiques ou simplement un peu mythiques. Et là, ça peut être d'ailleurs un petit peu dangereux parce que à force, voilà, je prends souvent l'exemple du bio, puisqu'on évoquait le bio tout à l'heure, de dire si on fait du bio un totem, pour prendre une comparaison ou une métaphore anthropologique, on risque d'en faire un tabou. Hein, c'est-à-dire, et on voit déjà aujourd'hui dans les enquêtes de plus en plus de personnes qui disent finalement le bio, c'est pas ce que je pensais, et donc du coup, je me détourne du bio pour aller peut-être vers le local, par exemple. Vous voyez, donc c'est toujours un petit peu le risque de quelque chose que l'on va sacraliser comme intrinsèquement pur et bon pour tout. Pour finir, alors les impacts de la pandémie et du confinement sur les perceptions des mangeurs, donc je le disais tout à l'heure, là on a beaucoup d'études, de sondages, énormément, qui sont faits en ce moment et qui montrent qu'il y avait des prises de conscience préalables qui ont été renforcées par le confinement, c'est-à-dire les gens qui étaient déjà engagés dans la transition alimentaire vers une alimentation durable, eh bien encore plus aujourd'hui ont la conviction qu'il faut aller encore plus loin. Et puis, il y a eu des gens pour qui ça a été un déclic. Et puis, il y a des gens aussi qui ont rêvé que d'une chose, c'est de revenir à la vie d'avant, de revenir au paysage alimentaire et à leur consommation d'avant. Ben voilà, c'est comme ça. On a aujourd'hui un éclatement des styles d'alimentation dans la société française et c'est une réalité. Alors, je disais tout à l'heure, je ne vais pas le développer là maintenant, mais c'est un point très important, selon moi, qui est que savoir et même vouloir, n'est pas synonyme de faire. Hein. On ne change pas ses comportements, même si on est sensibilisé à l'alimentation durable, même si on a sincèrement envie d'aller vers une alimentation durable. Hein, je dis bien vraiment sincèrement, c'est pas si facile que ça de changer nos comportements alimentaires. Ça ne dépend pas que de nous, ça dépend aussi de notre cerveau d'ailleurs, et là on n'y peut pas grand-chose. Et puis ça dépend, il ne faut quand même pas l'oublier, de l'environnement dans lequel nous vivons. Hein. Il faut renoncer à l'illusion d'un mangeur qui serait libre, autonome de ses choix, qui serait, comme le dit parfois la grande industrie alimentaire ou la grande distribution, après tout, on n'oblige pas le consommateur à manger de la pâte à tartiner grasse et sucrée avec des noisettes ou à boire une boisson brune pétillante. On ne l'oblige pas, il est libre. Mais non, les choses ne se passent pas évidemment comme ça. Il y a une part de liberté, il y a une part de responsabilité, évidemment, mais il y a aussi un environnement qui est ce qui est et qui pèse évidemment dans nos choix alimentaires, qui sont beaucoup des choix de routine, des choix d'habitude, etc. Alors, un des freins majeurs à la transition alimentaire, c'est évidemment, je ne vais pas le développer, mais ça me paraît extrêmement important de le prendre en compte, comme ça vous y êtes sensibilisé là pour le coup, c'est les impacts socio-économiques de la crise. Hein, le vouloir d'achat, il est réel, on veut manger de qualité, on est prêt à accorder plus de valeur à l'alimentation, on veut lui redonner du sens, mais le vouloir d'achat va se heurter encore plus au pouvoir d'achat. Hein, ce n'est pas la même chose et c'est quand même une réalité. Moi, il y a un chiffre qui m'avait beaucoup frappé d'un institut qui s'appelle l'IRI. Il y a plusieurs chiffres. Il y a 2 chiffres que je voulais vous donner. Le premier, c'est que avant la pandémie, donc une enquête faite, je sais pas, en janvier-février 2020, 22% de nos concitoyens, on pourrait dire seulement 22% d'une certaine manière, avaient, en faisant leurs courses,
comme premier objectif maîtriser mes dépenses. Ça veut dire que 78%, oui c'est ça, 100 moins 22, ça fait 78%, avaient d'autres objectifs. Me faire plaisir, aller vite, acheter des produits de qualité, etc. Mais en septembre de cette année, donc après le premier confinement et avant d'entrer dans le deuxième confinement, ça n'était plus 22% qui avaient pour objectif de maîtriser leurs dépenses en faisant leurs cours, c'était 40%. Et puis un autre chiffre qui a été donné par l'Observatoire de la pauvreté et du Secours populaire français, publié en septembre, c'est vraiment un chiffre qui m'a beaucoup interpellé. On n'en a pas tellement parlé finalement, et tellement il me paraît énorme. On sait qu'il y a une forte poussée de la précarité alimentaire. On l'entend tous les jours presque aujourd'hui. Mais le chiffre que je voulais citer était celui-là. 25% des Français déclarent se restreindre, souvent ou parfois, sur la quantité, je n'ai pas dit sur la qualité, sur la quantité de ce qu'ils mangent. Et 14%, alors ça correspond à la proportion de pauvres en France aujourd'hui, ils sont même un peu plus nombreux malheureusement aujourd'hui, déclaraient sauter des repas, souvent ou parfois, par manque d'argent. Bon, on a des chiffres qui nous montrent bien qu'on ne pourra pas réfléchir à l'alimentation durable sans mettre sur la table cette question de la fracture alimentaire et de la précarité alimentaire croissante. Alors pour finir, comment aller vers la transition alimentaire durable? Alors il y a d'abord plusieurs questions. La première, c'est comment va-t-on offrir aux citoyens une alimentation durable, donc de haute qualité sanitaire, haute qualité nutritionnelle, environnementale, gustative aussi, comme je l'ai dit, donc plus chère. Donc, comment offrir cette alimentation durable tout en rendant cette alimentation plus chère accessible à tous, tout en rémunérant dignement les producteurs? Depuis les Grecs de l'Antiquité, ce genre de problème, ça porte un nom, ça s'appelle la quadrature du cercle. Comment construire avec une règle et un compas un carré de même surface qu'un cercle donné? Il a fallu attendre 3000 ans, la fin du 19e siècle, pour qu'un mathématicien allemand nous dise « Eh bien ça, c'est impossible. » Voilà. Donc la quadrature du cercle, c'est impossible. Ça n'empêche pas de réfléchir. On peut essayer des choses. On peut se dire, pour rémunérer dignement les agriculteurs, on pourrait imaginer les payer deux fois. Une première fois pour leurs produits, mais ces produits, on ne veut pas évidemment qu'ils montent, qu'ils aient des prix trop exorbitants. Donc, on va les payer pour leurs produits une première fois et une deuxième fois pour les services environnementaux qu'on va leur demander de rendre à la société. Aujourd'hui, la PAC, la politique agricole commune, qui est quand même un levier assez intéressant, je crois que c'est à peu près 10% de son budget qui va servir à donner une impulsion, une orientation environnementale. Donc, je pense que là, quand même, si on veut une alimentation durable, on peut aller largement au-delà de ces 10% qui représentent finalement pas grand-chose en termes d'incitation, d'accompagnement financier des agriculteurs vers une production agricole et donc une alimentation plus durable. Et puis, au niveau accès à tous les consommateurs, là, on sait qu'il y a sur la table aujourd'hui des idées de chèques alimentaires verts, pour des produits durables, de sécurité sociale de l'alimentation. Bon, c'est des débats qui ont été évoqués d'ailleurs dans le cadre de ces webinaires de l'autre cuisine antérieurement. Voilà. Et puis enfin, donc, comment entraîner dans la transition le maximum de mangeurs? Donc, il y a déjà un certain nombre de questions qu'on peut se poser. Se demander pourquoi c'est si difficile d'adopter une alimentation durable, alors qu'on est d'accord, pas tous peut-être, mais quand même de plus en plus de Français, on est d'accord pour une alimentation durable. On est sensibilisé, mais la sensibilisation, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait des changements politiques, des changements des autres acteurs du système alimentaire. On ne peut pas demander aux consommateurs d'être un grand garçon responsable. On ne peut pas lui demander à lui seul, bien sûr qu'il doit faire sa part, mais on ne peut pas lui demander à lui seul de changer ses comportements comme si c'était d'un claquement de doigts qu'on changeait des comportements alimentaires qui sont des héritages de notre petite enfance. Voilà, merci. J'espère ne pas avoir été trop long. Je n'ai pas vérifié le temps. C'est parfait. Eric, on va merci. Eric, on va te poser deux questions. La première, c'est est-ce que le consommateur qui a sacralisé le bio
est-ce le consommateur ou les distributeurs pour en vendre? Euh, Est-ce que le consommateur… Peut-être que Jean-Marc répondra aussi à cette question, je Oui, pense. je ne l'ai pas bien compris, pardon Laurent. Est-ce le consommateur Oui. est-ce le consommateur qui a sacralisé le bio ou les distributeurs pour en vendre? Oui, ben, on peut se poser la question. Oui, je pense qu'il y a il y a un petit peu des deux. À la fois, il y a le consommateur, parce qu'évidemment, le consommateur n'a qu'une envie, c'est de manger sain. Aujourd'hui, c'est très, très clair. D'ailleurs, la première motivation pour manger bio, c'est pas l'environnement, qui ne vient qu'en troisième position. C'est la santé, ma santé. Ça, c'est important, ma santé à moi. Et ensuite, il y a le goût. Hein, ça rejoint ce que je disais. Puis après, il y a l'environnement. Donc, on sacralise le bio, ce qui n'est pas anormal, puisque le bio apparaît comme vertueux pour la santé, ce que la science ne démontre pas. Mais je ne dis pas non plus que le bio n'est pas meilleur pour la santé. C'est tellement complexe aujourd'hui à démontrer que bon, finalement, on pense que c'est mieux, mais on ne peut rien dire dans ce domaine-là. Donc ça, c'est la première chose. Et puis après, bah, évidemment, c'est tellement évident de le dire, bien sûr que la grande distribution a vu dans le bio le moyen d'avoir des marges quand même beaucoup plus intéressantes. Voilà, ça c'est une réalité. Le prix, donc c'est comme toujours. Je pense qu'il y a une espèce de… C'est dans les deux sens, quoi. Hein, c'est-à-dire que… Oui. Alors, il y a une autre question. Et en fait, pourquoi as-tu affirmé, nous dit Jean-Luc, mon ami Jean-Luc Fessard, pourquoi as-tu affirmé que le bio ne serait pas forcément durable? Ben, ça dépend de quel bio on parle. Hein. Si on reprend la définition du durable dans toutes ses dimensions, y compris la dimension sociale, ben, on sait aujourd'hui qu'on peut acheter des tomates bio venues du sud de l'Espagne, produites dans des conditions d'esclavage. Et c'est pour ça qu'il y a un certain nombre de personnes que j'ai rencontrées qui me disent, mais finalement, moi, je croyais bien faire en faisant du bio. Eh ben, si c'est ça, et puis je viens d'apprendre qu'on peut cultiver du bio sur 300 hectares monoculture de je ne sais pas quoi en bio. Et puis ce bio, il vient d'ailleurs, etc., etc. Là encore, dire ça, c'est pas du tout jeter de discrédit sur le bio. Moi, je trouve que le bio, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Ça tire vers le haut, ça fait réfléchir. Les agriculteurs retrouvent le sens de leur métier. Hein. Mais voilà, moi, j'ai tendance à dire, voilà, il y a bio, et finalement, ben, le bio, il s'est en se banalisant, ben finalement, il a perdu quand même un peu de son âme. En tout cas, il ne répond pas aux attentes croissantes d'une fraction de consommateurs qui ne voient pas que la santé, mais qui voient d'autres aspects. Eric, encore une autre question, mais elle est importante. A-t-on déjà une idée, elles sont toutes importantes, pardon, a-t-on déjà une idée pour savoir si cette tendance de fond d'un régime moins carné pour les 18-24 ans va tenir dans le temps lorsqu'ils seront plus âgés? Oui, alors pour le moment, c'est peut-être pas ce qui se… Vous voyez, c'est ça qui est intéressant, c'est que quand on regarde l'ensemble des Français, et pas seulement les jeunes qu'on a, nous, dans notre environnement, où on a des gens qui nous disent « mes enfants sont devenus, mon fils, ma fille, végétarien, vegan pour certains », et quand on regarde globalement les chiffres sur l'ensemble de la population, des jeunes de 18-24 ans, alors c'était en 2016 les chiffres du Crédoc, je l'ai dit, ça a peut-être un peu évolué depuis, mais les premiers consommateurs de produits carnés en France étaient les jeunes. Pourquoi? Parce qu'ils mangent des sandwichs avec du poulet, des kebabs, des hamburgers et de la charcuterie sur leur pizza, etc., etc. Ce qui n'empêche pas leur sincérité, encore une fois. Mais ça montre bien la difficulté que nous avons tous, moi le premier, à mettre de la cohérence entre nos… voilà. Je ne sais pas ce que sera demain pour répondre à la question. Oui. Comment va évoluer le régime alimentaire des jeunes générations? Bien sûr, comme tout le monde, ils diminuent, ça se voit déjà, leur consommation de produits carnés. Mais ce que je voulais dire juste, c'est de relativiser par rapport à des choses qu'on peut imaginer et que la réalité, parfois, nous donne des résultats contre-intuitifs. Une autre question de Charlène. Est-ce que en fait, n'y a-t-il pas un besoin de formation, moi je dirais peut-être d'éducation alimentaire, d'accompagnement, de conseils à destination des consommateurs pour naviguer parmi la jungle des informations parfois contradictoires de cette alimentation? Bien sûr, ça, je crois que c'est une des choses qu'on va tous partager, j'imagine, en tout cas ce soir, qui est cette idée hein, que effectivement, si on peut dès le plus jeune âge
recréer le lien avec l'aliment et avec l'alimentation, mais c'est ça qu'il faut faire. Aujourd'hui, nous avons, c'est banal de le dire, hein, pardon, mais il y a cette rupture avec, du fait de l'éloignement géographique, de l'éloignement générationnel, de l'éloignement cognitif. On ne sait plus comment ça se passe dans les campagnes. On ne sait plus comment sont produits les aliments. Et quand on ouvre la porte de notre appartement ou de notre maison, 80% des Français vivent en zone urbaine, eh ben, on ne voit pas un troupeau de vaches qui traverse la route devant chez nous. On ne voit pas un tracteur, etc. Vous voyez, et donc là, vraiment, il faut recréer du lien et une éducation, mais alors très concrète, qui se fera à la cantine, qui se fera en allant, si c'est possible, voir des paysans, voir les réalités de leur travail, en rencontrant des artisans de bouche qui viennent ou qu'on va voir, et des restaurateurs qui vont nous parler de leur métier, de leur amour du produit alimentaire. Je suis complètement d'accord, bien sûr, mais en même temps, il ne faut pas imaginer, enfin, ce serait une illusion d'imaginer que ça va suffire. Voilà. Mais c'est très important, dès le plus jeune âge, et évidemment, on touche en associant étroitement les parents, parce que parfois, on pense beaucoup aux enfants et on oublie les parents. Non, il faut vraiment essayer, on n'y arrive pas toujours, mais d'embarquer les parents avec les enfants dans cette reconnexion avec l'alimentation et avec ce plaisir de manger et avec cette culture alimentaire qui est quand même un des fondamentaux de notre culture au sens large. Éric, avant de passer la parole à Jean-Marc, deux autres questions. En fait, dans l'alimentation durable, n'y a-t-il pas aussi l'idée de regagner un peu plus d'autonomie? Et est-ce un enjeu? Alors, très intéressant, hein, effectivement. D'ailleurs, on en a beaucoup parlé hein, lors du confinement, parce qu'on s'est rendu compte que, oh là là, on avait désindustrialisé la France et que du coup, on était dépendant de l'extérieur pour des masques, des gels hydroalcooliques, des respirateurs, etc. Et puis, on s'est posé la même question pour l'alimentation. On a découvert, enfin, la plupart des Français ont découvert que la moitié de nos fruits et de nos légumes, mais surtout de nos légumes qu'on peut produire en France, venaient de l'étranger. Donc là, on se dit, c'est pas possible. Et donc là, alors évidemment, on va toujours dans l'excès. On se dit la solution, ça va être la relocalisation de toute la production alimentaire. Bon, ça, évidemment, c'est pas possible. Enfin, tout dépend de ce qu'on appelle le local. Mais si vous regardez au niveau d'un département, il y a de mémoire la moitié des départements français qui ne seront pas en capacité de nourrir leur population. Donc, il faudra aller chercher plus loin. Ce n'est pas forcément un problème. On peut aller chercher en Bretagne si on habite dans l'est de la France. Mais en tout cas, ce n'est pas toujours la notion de local, micro-local que l'on entend. Donc, reterritorialiser, oui, ça a énormément d'avantages. Ça recrée du lien. Ça permet à des producteurs de vivre dignement de leur travail, mais pas d'illusion. N'imaginons pas que le tout local est la solution. Ça n'a pour moi... ça n'a pour moi pas vraiment de sens. Je vais poser, en fait, je vais passer la parole à Jean-Marc et oui, bien sûr. On reviendra sur les autres questions et je remercie les participants. Donc, Jean-Marc, j'aimerais avoir Jean-Marc Lévesque, et je suis désolé, tout à l'heure, ma langue a fourché, ça doit être de la fourche à l'assiette. Jean-Marc, en fait, j'aimerais avoir votre réaction par rapport à ce que Éric nous a déployé comme débat sur cette alimentation durable. Merci Éric, dont je partage l'essentiel des observations et des analyses présentées. Je vais tenter de me faire le porte-parole des entreprises agroalimentaires avec lesquelles j'ai travaillé pendant de nombreuses années. Dans le monde d'avant, ces entreprises agroalimentaires tentaient d'être en capacité de répondre au rapport de force économique du marché. Pour ce faire, déployaient très souvent leur capacitaire volume et tentaient de limiter la dégradation de la valeur au fil du temps. Dans le monde d'avant, les lignes bougeaient gentiment à coup d'états généraux de l'alimentation pour la récente actualité et des belles intentions de la récente loi Egalim. Mais la crise sanitaire est venue accélérer, très fortement accélérer la prise de conscience, apporter beaucoup de questionnements, bousculer les paradigmes que chacun avait. Les certitudes tombent les unes après les autres et chacun se demande à quelles attentes de la société civile et du consommateur, les entreprises,
doivent désormais répondre et quand, quel mode de production, quelle origine géographique, dans quel emballage. Toutes ces questions aujourd'hui s'affichent un peu plus, grandissent. Le modèle hypermarché, qui représente 80 encore % de la distribution des produits alimentaires, s'avance gentiment vers une fin de demi-siècle. Qu'est-ce qui va la compléter, la remplacer? La restauration, cette année, a dû survivre avec un semestre d'ouverture. C'est peu pour tout ce secteur d'activité. La crise sanitaire va aussi générer de la précarité sociale. Eric l'a évoqué tout à l'heure. Mais se pose maintenant la question de comment réussir la transition agricole, comment rémunérer le travail des agriculteurs et aussi du service aujourd'hui aux biens communs, et comment réussir la transition alimentaire. Quelles ressources disposerons-nous? Comment financer ce retard? Comment financer ces efforts? C'est une grande question à laquelle aujourd'hui les acteurs économiques n'ont pas forcément de réponse. Donc la vitesse s'accélère, les enjeux se multiplient et le temps du questionnement et de l'anticipation se réduit fortement. J'ai même tendance à croire qu'on arrive à la fin d'un questionnement et qu'il va falloir réagir. Le temps de la réaction est venu et pour beaucoup d'entreprises, quel cheval emprunter? Quel modèle sera le plus résilient? Il a été évoqué la notion d'alimentation durable, et je pense de modèle agricole durable. Lequel sera-t-il? Est-ce qu'il va, à mon avis, participer ou contribuer à ce changement? Ce sera notamment la transparence qui va se faire une réalité. Après le Nutri-Score, qui est une réussite, arrive l'affichage environnemental, les labels bas carbone, l'éco-score. L'INAO étudie l'affichage du mode d'élevage. Donc demain, le consommateur disposera de beaucoup plus d'informations sur le mode de production. Et même s'il existe encore quelques débats sur les méthodos et les valeurs de ces informations, demain, les aliments seront accompagnés de ces informations. Et je pense que les outils numériques de communication aideront à renforcer cet impact. Idem, je pense, sur l'origine géographique. Chacun pourra choisir le lieu de production de son alimentation s'il le souhaite. L'information lui sera transmise. Mais le terme local n'étant pas défini réglementairement, aujourd'hui, il recouvre encore pas mal de choses, pas mal de territoires. Et puis, j'allais dire, quid dans ce futur, dans ce monde d'après, quid des marques distributeurs qui reposent essentiellement sur l'anonymat des hommes et des femmes qui produisent et élaborent les aliments. On cache cette information. Pourquoi? Je pense que demain, dans le monde d'après, ce ne sera plus permis de cacher toutes ces informations. Et puis, je pense qu'à court terme, oui, 2021, 2022, l'achat alimentaire pourra se faire encore plus en conscience, beaucoup plus en connaissance. Beaucoup de questionnements et de défis qui exigeront de la part des entreprises de la sincérité, du courage, de l'audace, notamment pour celles qui ne sont pas penchées depuis quelques années sur ces enjeux. Il va falloir qu'elles rattrapent rapidement le retard. Et puis je pense que les causes et les effets ne pourront plus être dissimulés comme elles l'ont été par le passé, mais qu'elles devront être assumées par tous, opérateurs économiques, consommateurs, élus. Et je suis disponible pour des questions. Oui, en fait, Jean-Marc, cette question que l'on avait sur est-ce le consommateur qui a sacralisé le bio ou les distributeurs pour en vendre, quelle est votre réponse à cette question? Alors, je pense que le bio est arrivé il y a quelques années dans les magasins, mais souvenez-vous, c'était dans le 96,
98, juste après la crise de la vache folle, première crise de la vache folle, et le bio a permis de rassurer les consommateurs par rapport à la volonté des distributeurs. Je pense qu'aujourd'hui, la bio permet toujours de rassurer, toujours de proposer une image positive donc du distributeur, et puis depuis que les volumes sont au rendez-vous, permet aussi effectivement de générer une économie certaine. On a une question en fait sur, je pense, les réseaux de la distribution de notre alimentation, ces circuits. Quand on parle de l'industrie agroalimentaire, on est parfois stupéfait que le produit est peut-être à l'origine française, va aller dans un pays pour trouver un emballage, revenir en France. Jean-Marc, sur ces circuits, est-ce qu'il y a quelque chose qui peut changer suite à cette crise? Est-ce qu'il y a des choses qui vont ne plus se faire? Justement, dans ce problème, en fait, dans cette notion que vous avez très très bien soulignée de transparence, de traçabilité. Je pense que demain, si l'impact carbone des produits est un peu mieux connu, il sera difficile de faire venir des matières premières, des emballages de l'autre bout du monde, mais ça suppose aussi que notre pays soit en capacité. Aujourd'hui, quand vous voulez un emballage vert, par exemple, il vient de Pologne, il vient de parfois plus loin, parce que nous n'avons plus de fabricants d'emballage alimentaire en France. Tout a été délocalisé. Oui, je pense qu'il va falloir aussi faire avancer un petit peu toutes ces questions en même temps et dans une logique d'autonomie. Car si je prends les quelques entreprises avec lesquelles je travaille au quotidien, pendant la première période de confinement, les matières premières agricoles étaient présentes, hein, les laiteries collectaient le lait, le blé était là. Ce qui a failli manquer, ce sont les emballages. Et si vous n'avez pas d'emballage, vous n'êtes pas en capacité de mettre sur le marché les produits, parce que les emballages viennent de loin, de très loin. C'était l'histoire du kilo de farine ou de la boîte d'œufs pour 6 œufs. C'est ça, si j'ai cru comprendre pendant la crise, que c'était ces produits que l'on avait cités en particulier. Mais il y a une autre question, c'est quel est le poids de l'industrie bio en France? Et peut-être en Europe aussi, Jean-Marc. Alors aujourd'hui, l'alimentation bio représente environ 7 à 8% de la consommation totale des ménages. J'allais dire, le poids de l'agroalimentaire est équivalent comme le poids du marché. Maintenant, vous avez, depuis 5 bonnes années, de très gros opérateurs économiques qui, effectivement, ont investi ce secteur. Avant, c'était plutôt composé d'entreprises de taille modeste ou moyenne, plutôt des TPE ou des PME. Là, aujourd'hui, on a les grands acteurs de l'agroalimentaire. Maintenant, l'activité bio ne représente que la part de marché dans leur portefeuille. Est-ce que Yuka a fait bouger les lignes des entreprises? Oui, Yuka, sur la partie nutritionnelle, en tant qu'outil d'information, a fait bouger les lignes. Et c'est pour ça que je suis persuadé que demain, d'autres informations continueront à permettre, à participer à l'alimentation durable. Jean-Marc, merci. On va faire réagir maintenant nos 2 chefs cuisiniers. J'aimerais que Régis, pour commencer, j'aimerais peut-être avoir ton avis sur ce qui s'est dit sur cette alimentation durable et après on passera la parole à Philippe. Régis, il faut que tu mettes ton micro en bas à gauche. Voilà. Bonjour. Il est des fois un peu grippé. Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Le plaisir d'être avec vous et surtout de vous entendre, de témoigner sur tous ces sujets qui nous sont chers, parce que ce n'est pas que la nourriture, derrière il y a tout le côté social, bien entendu, et c'est un enjeu. Et à vous écouter, on sent que il faut démarrer. On a déjà démarré, hein. Les choses ne sont pas faites d'aujourd'hui, mais c'est le moment, je dirais, de passer peut-être, de mettre la 6e, s'il y avait une 6e, dans nos propres moteurs.
ce que je retiens de ce que vous dites, c'est que c'est le diagnostic qui est important, qui n'est pas que d'aujourd'hui, mais qui est réactualisé par des chiffres, par des constatations. Forcément, dans tous vos propos, on tient compte, bien sûr, du Covid. Alors, j'aurais tendance à dire, mais ce que je dis tout à l'heure, c'est maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Quelle est la façon dont on peut passer cette sixième? Moi, je n'ai pas de solution préétablie, simplement, je vous parlerai plus de ma expérience d'homme de terrain cuisinier. Et sur ce sujet, et s'intéressant beaucoup à l'alimentation, bien entendu. J'ai un établissement, développement durable, etc., comme beaucoup le font maintenant, et c'est important parce que c'est un peu notre devoir citoyen. Et le Covid m'a amené aussi à réfléchir comme nous tous, et j'ai pris la décision, et je dirais pas hâtive, à la stupéfaction de beaucoup de mes collaborateurs, de m'occuper de l'école, de la cantine de l'école, j'en reviendrai tout à l'heure. Simplement, ça a accentué le fait, s'il y a une solution, et je crois que c'est Eric tout à l'heure, ou je ne sais plus qui en a parlé, s'il y a peut-être une solution, et on la connaît bien entendu, mais moi, la vivant de près, je vous dis, c'est important parce que je vois déjà les résultats, c'est les enfants. C'est les enfants. Moi, je prends souvent l'exemple, mes propres enfants, maintenant qui ont 30, 40 ans, je me rappelle, qui m'avait fait la remarque, on le voit à la télé maintenant avec l'eau, justement, papa, quel est le papier que tu as mis par terre? C'est quoi ça? Tu fais coller l'eau là quand tu te brosses les dents? Ben, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement l'éducation, c'est de la maîtresse qui est là. C'est la maîtresse qui a déjà donné des petites bases de comportement citoyen. Alors moi, le vivant à l'école, quand j'ai repris la cantine, je me suis attaché bien sûr de faire des repas le plus équilibrés possible. Nous avons notre propre jardin, etc. Je vous passe tous les détails. On fait du mieux qu'on peut avec tout le professionnalisme que nous avons. Mais j'ai découvert autre chose. Je me suis aperçu que je devenais aussi la suite de l'aventure, de l'histoire que les parents pouvaient raconter à leurs enfants pour les faire dormir le soir, pour leur raconter une histoire, pour leur lire un livre. Et chaque semaine, j'explique à l'école pendant une demi-heure, pas très longtemps finalement, le produit. L'histoire du produit. On entre dans la géographie, on entre dans l'histoire, on leur raconte des histoires et tout doucement, c'est une réalité. On s'aperçoit que dans l'assiette, il y a une meilleure compréhension, il y a un meilleur appétit, ils osent beaucoup plus d'aller vers les produits. Alors, forcément, il y a quelques réticences, couleurs, textures, etc. Ça, on essaye d'y travailler. Mais c'est ce que je disais à notre ministre Jean-Michel Blanquer, et c'est peut-être ça qu'il faut peut-être imprimer. Hein, il y a des fois des slogans qui sont plus forts que d'autres. On apprend à écrire. Pourquoi? Pour armer l'enfant, pour vivre, pour travailler, pour son avenir. On apprend à écouter, on apprend à lire, on apprend à compter. Mais pourquoi on n'apprend pas à bien manger? Est-ce que ça ne peut pas être une discipline obligatoire qui soit inscrite dans les formations des tout petits jeunes dès le départ? Forcément. D'ailleurs, la plupart d'entre nous, souvent, les personnes qui s'équilibrent mieux, souvent, c'est parce qu'il y a derrière une éducation. Moi, je le vois chez mes amis japonais, par exemple. Ou quand vous discutez avec des chefs japonais ou des adolescents japonais ou autres, on parle d'un produit, mais tout de suite, ils font référence à l'aspect nutritionnel. Pourquoi? C'est inscrit dans leur éducation. C'est inscrit. Donc, pour moi, je crois qu'il y a vraiment un travail à faire de lobbying, parce que l'éducation nationale, ce n'est pas moi qui irai, c'est souvent on l'accuse de ceci, de ça, c'est lourd. Mais il y a un moment, il faut tourner cette table, il faut la renverser et dire, mais on est dans un pays en plus où la gastronomie est à l'honneur, où il y a des producteurs, il y a des diversités, il y a plein de choses formidables, mais pensant, pourquoi dans le départ d'un enfant dans la vie, on ne lui apprend pas à bien manger, connaître les produits, les vertus nutritionnelles, etc. Mais bon sang, pourquoi on n'y a pas pensé? Pourquoi on ne le fait pas? On le fait, bien sûr. Je ne suis pas en train de dire qu'on est en train d'inventer quelque chose, mais il faut que ce soit inscrit. Je pense que ça, c'est important. Et le deuxième sujet, qui est la formation. Et j'en finirai par là parce que je ne voudrais pas trop prendre le micro. La formation des cuisiniers. C'est pareil. Pourquoi la nutrition n'est pas inscrite dans les programmes?
Elle est sous une forme d'une petite heure tous les 15 jours en sciences appliquées, glucides, lipides, protéines. La nutrition, ce n'est pas compliqué, c'est la simplicité même. Il faut qu'elle soit associée en cuisine à la formation technique. C'est pour ça qu'on a mis en place la co-intervention avec une diététicienne. Mais vous savez, ce n'est pas de faire des cuisiniers, des diététiciens, des spécialistes de la nutrition. C'est simplement qu'ils aient des petites bases qui fait que quand vous apprenez la cuisine, vous la comprenez mieux et vous allez enregistrer tout doucement dans votre tête ce qu'est une bonne alimentation. Moi, je vois des choses incroyables. On parle de végétal, on parle de moins de viande. Bon, je ne veux pas revenir sur ce que vous avez dit, c'est tout à fait la réalité, etc., des mouvances, etc. Dites à un chef de faire un plat végétarien. C'est compliqué. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va mélanger des légumes. C'est très bien, formidable. Mais dans les référentiels, dans les écoles hôtelières, ça n'existe pas. Il y a une protéine et il y a des garnitures qui se courent après. C'est l'à côté, c'est la garniture. Et il y a quelque chose à faire. Il y a des plats végétariens qui sont exceptionnels. Il y a une belle page à écrire. Voilà, j'en finirai par ça parce que j'ai tendance, vous avez vu, à aller assez vite dans mes propos, passionnés comme nous le sommes tous. En tout cas, pour finir, pour dire que je suis très contente de vous écouter parce qu'on a besoin de se nourrir de ces réflexions, de ces diagnostics. Et allez, on y croit. Hein. Merci Régis, mais toi qui as fait un très beau livre sur les légumes très récemment, est-ce que tu proposes des menus végétariens aux enfants? D'abord, Laurent, c'est obligatoire, bien entendu, mais en même temps, on se régale à les préparer. Ce n'est pas une punition pour nous. Et justement, je continue mon propos. Tout à l'heure, je crois que c'est Eric, ou je ne me rappelle plus le prénom de monsieur qui a intervenu jusqu'avant, qui est très intéressant aussi. Vous parliez de nourriture rapide, forcément. Ça, c'est les 80% supermarchés, ils contribuent énormément. On remplit son frigo et c'est ce qui explique une grande partie du gaspillage d'ailleurs. Vous savez, je me suis planté pendant plusieurs fois sur une ou deux heures devant les supermarchés pour voir comment les gens consommaient. C'est là qu'on voit tout. Ils payent cher la marchandise. Hein. Ouh là 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 là. Qu'est-ce qu'ils payent cher? Parce que justement, ils n'ont pas assez de connaissances. Et ça, on pourrait y revenir. Et du coup, je me suis perdu dans mon propos. J'étais sur quoi la question que je vais répondre franchement? Tu sais, c'était les menus végétariens, mais les menus végétariens. Et justement, les légumineuses. On sait très bien qu'en France, on a divisé par 7 la production des légumineuses. Ça, c'est une catastrophique. Et d'ailleurs, ne serait-ce que pour l'écologie, les sols, etc. Je ne vais pas venir là-dessus sur ce terrain-là. Ce n'est pas le but aujourd'hui, mais on a peur de cuire des lentilles. On a peur. C'est pas qu'on a peur. On ne sait pas faire. On dit on n'a pas le temps, etc. Et j'ose maintenant, heureusement, il y a des bons produits simples de faillots cuits au naturel, etc. Mais ce n'est pas si compliqué que ça. Nous, on a développé chez CED des matériels qui, en 12 minutes, font cuire des faillots. Hein. Donc, c'est tellement bon. Ils se régalent. Ce qu'ils aiment mieux, mes enfants, à la cantine, je vais vous dire ce qu'ils aiment le mieux. Ils ont un potage tous les jours. Ils raffolent des potages. Alors que mes bougres de collaborateurs, 30, 40 ans, ils ne veulent plus du potage. Mais ça, c'est… Ils raffolent des faillots. Bon, là, là, mais c'est formidable. Et là, forcément… équilibré. Mais moi, je ne me permets pas de faire ça très cartésien en disant on met un quart de légumineuses, 3 quarts de céréales. Il faut penser à un ensemble parce qu'il y a le pain, il y a des choses qui interviennent. Mais c'est formidable. Moi, je pétille de plaisir à nourrir ces enfants. Et c'est bon que vous n'avez pas le temps, mais j'aimerais vous parler du menu demain que je le reconnecte, puisque demain, c'est le sapin de Noël. Vous le dites, hein, je ne vous le dites pas aux autres, on va leur faire découvrir la truffe. Ah oui, d'accord. Donc, de la truffe à la cantine. Bravo, bravo, Régis. Merci beaucoup. Ne répétez pas, ne répétez pas. Non, non, on va vraiment pas le dire. Et merci beaucoup. Mais bon, pour le Vendéen que je suis, tu vois, faire manger de la mojette aux enfants, je trouve ça très, très bien. Philippe, quelle serait, toi, ta réaction par rapport à tout ce qui s'est dit? Et toi, si tu peux nous décrire un peu ton approche, parce que je sais que tu es tellement engagé dans ce développement de la bio, de l'alimentation durable, ayant pu te voir officier. Voilà, j'attends avec impatience ton propos. Beaucoup de choses ont été dites, hein, effectivement, et
Moi aussi, tel que Jean-Marc et les autres, ça fait longtemps qu'on est dans cette alimentation durable et on voit les choses évoluer de plus en plus vite. On est bien content de ça. Régis, tout à l'heure, a bien formulé aussi les points importants, justement, pour aller vers cette transition alimentaire. Le premier, c'était quand il parle de la cantine, donc c'est évidemment la restauration collective. C'est évidemment, pour nous, en tous les cas, au collectif Les Pieds dans le Plat, qui sommes au cœur du sujet, la restauration collective qui est la seule à pouvoir avoir l'impact suffisant, en tous les cas, notamment auprès des enfants, comme tu l'as très bien dit, Régis, pour pouvoir les éduquer, puisque la restauration collective, elle est notamment scolaire pour la plupart, et c'est bien là qu'on éduque aussi à l'éducation. Alors, le temps nous manque, certes, au moment du repas, mais peut-être oui, qu'en appuyant auprès du ministre, on pourra faire des cours de cuisine, et bien plus que ça, même des cours d'alimentation en classe, pourquoi pas. L'autre chose qui a très bien été formulée aussi et qui est, nous, au collectif Les Pieds dans le Plat, notre corps de métier, c'est la formation. Parce que, encore une fois, la formation, alors, elle est inévitable et bien sûr nécessaire. La formation dans les lycées hôteliers aujourd'hui, je dirais qu'elle est presque obsolète. Pour y avoir participé pour ces derniers temps, on apprend encore combien de grammes de poudre il faut mettre dans de l'eau pour faire un bouillon. Ça devrait être interdit. Donc, la formation, oui, c'est nécessaire. Ça porte ses fruits. Moi, ça va faire 15 ans que je fais de la formation avec le collectif. Ça fait plus d'une dizaine d'années qu'on a fait, on a formé des milliers de chefs et on s'aperçoit que ça évolue. Maintenant, il faut aller vite, encore plus vite. Il faut aller très vite parce je pense aussi qu'on n'a pas vraiment de temps. Alors, on s'évertue, nous, aujourd'hui, à former des gens vraiment qui sont convaincus, ceux qui pourront demain, mais alors vraiment demain, porter tous ces savoirs parce qu'ils sont efficaces, parce qu'ils savent communiquer. Et il faudra aussi des établissements pilotes dans le même sens, c'est-à-dire des établissements qui sont à 100% bio aujourd'hui. En Dordogne, on est déjà au 3e, au 4e, et il y en aura encore plus demain. Ce sont des établissements qui montrent l'exemple. Et quand on a fait ça, on a démontré que c'était possible. On peut faire du 100% bio à 1,80 € le repas, ça c'est possible. Et alors, les autres devront s'y mettre dès demain. Et j'invite vraiment à ceux qui, comme le disait Eric tout à l'heure, tout le monde croit vouloir le faire. Après, comment faire? Eh bien, il faut prendre le train là, maintenant, très vite, changer un peu ses habitudes, se renseigner. Tout est à disposition, je dirais, pour pouvoir avancer et ne pas oublier, encore une fois, de se former et via la restauration collective, parce que ça sera le levier, à mon avis, de demain. Merci beaucoup, Philippe. On a donc une question. Donc, on peut manger bio pas cher? Tout à fait, tout à fait. Alors, évidemment, pas cher, disons, à un prix normal, tout simplement. L'alimentation, vous savez, c'est simple. Il faut simplement se nourrir et avoir du plaisir. Et ça, on peut le faire avec 3 fois rien. Dès qu'on a un petit peu de savoir-faire et de bon sens, je dirais. Et c'est une boîte de sardines, une tranche de pain et un petit peu de beurre, ça vous fait un repas, presque un repas, je dirais, et qui peut être très très bon et convivial et d'une très grande richesse. Alors, cuisinons simple, revenons à la simplicité, du moins pour la restauration collective, pour ces repas quotidiens que l'on doit manger tous les jours. Il faut savoir rester simple avec des bons produits qui sont faits avec des techniques d'aujourd'hui. Il n'est pas question de revenir en arrière dans la marmite, on n'est plus là. On a aujourd'hui des équipements, des savoir-faire et nous avons des compétences pour pouvoir optimiser effectivement tout ce qu'on peut faire dans la nourriture, aussi bien en termes de cuisson, d'assemblage ou tout ce qu'on veut. Et on sait aujourd'hui cuisiner pour un grand nombre de personnes à un prix modique, je dirais, et avec de grande qualité. Merci, Philippe. Eric, est-ce que tu voudrais réagir quand même suite aux propos des chefs? Moi, je bois non pas du petit lait, mais du bon potage de légumes. Non, je remercie beaucoup Régis et Philippe. Et Régis, tu avais raison quand tu disais alors là, moi, je suis 300% d'accord avec toi. Raconter l'histoire des aliments,
mais le rendre obligatoire, le mettre au programme, parce que finalement, c'est ça qui change tout, parce que c'est ça qui envoie un signal fort, qui est le signal que, tu l'as dit, hein, apprendre à bien manger, eh bien, c'est aussi important que d'apprendre des mathématiques, l'écriture ou la lecture. Enfin, moi, j'y crois énormément. Et j'en veux pour preuve une expérience qui a maintenant plus de 20 ans, qui a été conduite aux États-Unis. Imaginez, aux États-Unis, dans la ville de Berkeley, par Alice Waters, qui est une chef qui a pris son bâton de pèlerin il y a 20 ans et qui est allée voir les responsables des établissements scolaires publics, là où vont les pauvres aux États-Unis, qui ne vont pas dans le privé, ils vont dans le public et qui avaient les gamins de l'obésité, des signes de prédiabète, etc. Et elle a réussi à faire rendre obligatoire, parce qu'ils avaient cette latitude-là, dans les établissements publics de la ville, un enseignement très concret dans toutes les matières, comme tu as dit Régis, à l'alimentation. On transforme la cour de récréation en cours comestible, hein, ça s'appelait comme ça le programme, la cour de récréation comestible. On fait la cuisine, on cultive quelques légumes, quelques fruits rouges, on fait la cuisine, on mange ensemble autour d'une table, en prenant le temps, ce qui est une révolution pour les petits Américains qui mangent tout seuls dans leur coin. C'est un programme qui est évalué par les universitaires d'Harvard et qui montre qu'on gagne sur tous les plans et même beaucoup plus qu'on ne pensait. Les enfants mangent mieux, bien sûr, ils sont en meilleure santé, le surpoids et l'obésité ont diminué, et en plus, ils travaillent mieux à l'école, il paraît qu'ils se tapent moins dessus dans la cour de récréation, et qu'ils apprennent des tas de choses sur l'environnement, etc. Donc on a la preuve scientifique que ce que dit Régis, eh ben, ça marche. Et on ne serait pas capable de faire ça? Ben voilà, j'ajouterai rien parce que vraiment, c'est ça qui me paraît tout à fait important. En tout cas, merci de vos interventions parce que voilà, vous arrivez à nourrir, à réunir, et on voit bien que c'est important aujourd'hui dans notre pays divisé, éclaté, à réunir autour d'une table et puis à réjouir. Bon. Merci Eric. Jean-Marc, j'ai une question pour toi. J'aimerais savoir, suite à la réaction de Philippe et de Régis, par rapport à, dans le cours d'une formation, on utilise de la poudre. Donc, on apprend à peser de la poudre qui, je pense, vient d'un secteur de l'agroalimentaire. Et quelle serait la position à l'avenir de l'agroalimentaire entre ces poudres, même si elles sont bio, et les steaks in vitro, c'est-à-dire un peu une alimentation fonctionnelle, technologique. Et puis là, les deux chefs que l'on a, qui quand même, il y a déjà des réservations pour la cantine à Noël, je te le dis Régis, j'ai au moins 10 participants. Donc il va y avoir du monde à la cantine. Mais quelle est la position de l'agroalimentaire par rapport à cette difficulté? Comment est-ce qu'ils peuvent se situer aujourd'hui? Alors, je vais peut-être plutôt prendre la parole au nom des entreprises de la bio. La forme poudre est une forme effectivement pratique pour la conservation. Après, qu'est-ce que l'on a broyé, qu'est-ce que l'on a séché, quelle est la qualité de ces matières premières, quelles sont leurs origines, le mode de production, ça c'est une chose. Aujourd'hui, dans les bouillons de légumes, c'est effectivement plutôt des écarts de coupe de carcasse et puis des végétaux avec lesquels on met beaucoup de sel. Donc, pour moi, demain, il y aura probablement un petit peu moins de produits ultra transformés. Mais je pense que le consommateur, et Eric l'a évoqué, va rechercher toujours la rapidité. Donc, effectivement, utiliser un sachet de poudre permettra en 3 minutes de faire un potage. Bon, je pense que cette offre-là de produits va probablement diminuer et donc moins être fabriquée par des entreprises. Après, sur les cultures in vitro, ça pour moi, c'est vraiment autre chose. Bon, l'homme se croit très fort, l'homme pense être capable de reproduire la nature et tout ce que la nature nous apporte. Moi, je pense que la nature fait mieux les choses que l'homme. Je ne vois pas trop d'avenir. Et en fait, l'avenir, je pense que, si tu veux, j'ai toujours le sentiment que c'est la conquête spatiale qui nous a bouleversés.
Et donc, je reviens donc l'HACCP avec la conquête sur la Lune. Et puis demain, c'est Mars. Il faut partir pendant 6 mois dans une fusée avec quoi comme alimentation? Et finalement, on voit des GAFA investir tout ce secteur de l'alimentation. Il est vrai, donc les GAFA, ce n'est pas tellement chez nous, mais quand même nous poser un vrai dilemme. Et est-ce que tu penses que l'engagement de cette industrie agroalimentaire bio, déjà engagée vers la bio, peut contrer cette tendance-là? Ben, sur l'ultra-transformation, par exemple, aujourd'hui, on est en train de renforcer notre réglementation pour éviter que demain soient proposés des produits de cette nature. De la même manière que, je vais dire que la profession bio s'est opposée aux OGM, alors que c'était à une période la solution. Pas une des solutions, mais la solution. Donc, et pareil pour l'in vitro, ça fera partie, voilà, dans les principes de l'agriculture biologique, il y a la naturalité. Et pour nous, la naturalité, c'est la nature qui propose et qui dispose, et pas l'homme qui fait sa tambouille. Ouais, qui est en fait le petit chimiste, quoi. Et c'est vrai que oui, ça a été un peu ton combat avec la culture sous serre chauffée. En fait, tu t'es quand même bien positionné par rapport à ça. Il fallait prendre une position forte, car il y avait un poids aussi très puissant en faveur d'une agriculture hors saison et hors sol. Et donc, il a fallu que quelques professionnels, oui, de la filière bio montent un peu au créneau, affichent ces positions. Bon, on ne se fait pas toujours des amis de cette manière-là, mais ce n'est pas grave. On essaye de préserver les principes et on essaye de respecter aussi le vrai travail de l'agriculteur et de la terre. Les Hollandais ne t'ont pas aimé. Il y a les Hollandais, mais il y a aussi quelques gros acteurs bretons. Oui, voilà, c'est ça. Alors, nous avons une personne qui a levé la main pour s'exprimer, Laurence Baudin. Je ne sais pas si on peut lui passer la parole. C'est fait. C'est fait. Laurence, vous avez la parole. Est-ce que c'est une erreur? Non, c'est peut-être une erreur. Non, elle est pourtant en ligne. Alors, si le temps enfin, peut-être qu'elle branche son micro, je vais poser une question. On a une question pour Philippe. Philippe Aîné. Donc, abordez-vous dans vos formations le lien avec le monde agricole, approvisionnement direct auprès d'agriculteurs engagés dans la transition écologique, ou porte-t-elle uniquement sur les aspects culinaires des plats végétariens? Philippe? La question est intéressante parce que c'est vrai que quand on fait en formation, souvent la première demande, c'est comment, à l'heure actuelle en tous les cas, faire un plat végétarien par exemple. Et nous, notre démarche, c'est de dire, OK, ça on va le faire, mais on va le faire à la fin. Il faut bien, avant de savoir faire un plat, il faut comprendre tout ce qu'il y a avant de faire un plat. Donc, le produit, évidemment, comment il est cultivé, où il est cultivé, de quelle manière. Donc, on parle évidemment de l'agriculture biologique, de la rémunération des paysans. Il faut évidemment s'assurer que le produit, savoir d'où il vient, si c'est plus ou moins local, et puis comment il peut être acheminé jusqu'aux portes de la cantine, par exemple. Et après, on va parler des valeurs nutritionnelles aussi des produits. Ça, c'est très important. Au collectif Les Pieds dans le Plat, on fait toujours nos formations en binôme, hein, toujours en cuisine et diététique ensemble, en même temps. Et ça, c'est incontournable pour bien savoir ce qu'on doit mettre dans l'assiette et comment on va le faire. Il ne s'agit pas juste d'ouvrir le gaz et de mettre la casserole sur le feu et puis faire la tambouille, comme on disait tout à l'heure. C'est bien plus que ça, l'alimentation. Et c'est une affaire de professionnels, j'insiste encore, et surtout pour la restauration collective. Et les gens de la restauration collective sont formés, croyez-moi. Ils savent ce qu'ils font. Ils ont des règles d'hygiène très strictes qu'ils doivent respecter. Ça, c'est plutôt bien dans un sens. Mais ils sont très avides aussi de savoir d'où viennent leurs produits. Parce qu'ils ont été tellement massacrés, je dirais, par les industriels avec des produits dont on ne sait plus d'où ça vient. Et c'est un peu tout et n'importe quoi. Donc, quand on remet le bon produit frais, de saison, local, à disposition, ils sont très à même de savoir d'où ça vient et comment c'est fait.
Merci. J'ai une autre question, alors peut-être donc pour Eric ou Jean-Marc, sur cette question de calcul d'émissions des gaz à effet de serre. Surtout que très prochainement, il va y avoir un éco-score. Et donc, on a déjà des associations, enfin un certain nombre d'acteurs sur le secteur qui disent que ces éco-scores peuvent mettre en avant, on va dire, l'agriculture intensive. Je prends l'exemple très concret qu'il est préférable par rapport aux émissions de gaz à effet de serre d'avoir des élevages intensifs au lieu d'avoir un élevage bio. J'aimerais avoir le sentiment de Jean-Marc et Eric, s'il vous plaît, là-dessus. Jean-Marc. Effectivement, aujourd'hui, dans le calcul des émissions d'un produit, ce calcul-là est ramené à ce qu'on appelle une unité fonctionnelle, donc un kilo de blé, 1 kilo de viande, 1 litre de lait. Et c'est tout le débat que l'on a aujourd'hui avec l'INRAE ou l'ADEME, c'est que cette méthode aujourd'hui exclut d'autres enjeux que sont la gestion des ressources en eau, que sont la biodiversité, que sont d'autres paramètres plus liés au stockage de carbone. Et on essaye avec ces structures d'améliorer les méthodologies, d'améliorer les algorithmes qui aboutissent à des datas pour que demain on ait une meilleure connaissance et non un angle de vue qui effectivement est toujours porté par un modèle et qui cherche des arguments pour résister. Oui, sur cette, effectivement. Et c'est vrai que cet indicateur gaz à effet de serre, il est à la fois complexe et insuffisant. On parlait tout à l'heure du local et je parlais de choses qui sont contre-intuitives. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous ont entendu parler de cette étude qui avait démontré que sur le seul indicateur gaz à effet de serre, eh bien, il valait mieux consommer de l'agneau de Nouvelle-Zélande que de l'agneau, je ne sais plus si c'est du Larzac ou du Limousin. En fait, l'étude d'origine, c'était l'agneau d'Allemagne. Donc, en fait, je l'ai appris très récemment. C'est assez incroyable parce que ce n'est pas le cas de l'agneau français. Eh ben, j'avais ça en tête, que c'était les Allemands, en tout cas, qui avaient fait cette étude-là. Et en fait, ça s'explique parce que, alors, ce n'est pas pour dire qu'il faut absolument manger de l'agneau de Nouvelle-Zélande, mais alors là, pour le coup, les agneaux sont élevés de manière extrêmement extensive, pardon, c'est le contraire, extensive, sur de grandes surfaces en herbe, sur lesquelles on n'amène rien, aucun engrais, les agneaux, on ne leur donne pas d'aliments concentrés, de céréales, etc. Et ensuite, on les transporte. Bien sûr, ça vient du bout du monde, mais ça vient des tonnes et des tonnes en porte-containers. Et on sait, ça a été bien montré, que finalement, les émissions de gaz à effet de serre dans le système alimentaire, les transports ne représentent que, c'est déjà beaucoup, mais ne représentent que 14% du total des émissions de gaz à effet de serre du système alimentaire au niveau mondial. C'est la production qui est aux alentours des 2/3, je crois, c'est même 65%. Et donc, vous voyez, des choses. Alors, moi, je trouve bien mieux, évidemment, de consommer de l'agneau du Limousin, par exemple, parce qu'il y a une dimension territoire, il y a une dimension culturelle, il y a. Mais si on ne regardait que cet indicateur gaz à effet de serre, eh bien, il serait pénalisé. C'est très complexe, en fait, c'est très difficile. Il y a un indicateur important, mais Jean-Marc vient de le dire très bien, on oublie qu'il y a d'autres indicateurs qui sont finalement aussi importants que le gaz à effet de serre. Mais est-ce que, justement, Eric, pour rebondir sur ton propos de tout à l'heure, finalement, si on payait 2 fois les agriculteurs, 1 sur leur production et 2 sur leur protection environnementale qu'ils feraient sur le territoire, est-ce que là, ce serait peut-être une solution pour éviter, on va dire, ces importations massives? Oui. On n'a évidemment pas besoin d'importer du bout du monde, sauf quand, évidemment, c'est pour des produits qu'on est incapable de produire chez nous. Mais ce que l'on peut produire chez nous, c'est quand même un peu bête, je trouve, d'aller les chercher à des milliers de kilomètres. Bien sûr, il n'y a pas autant d'impact qu'on imagine du transport, mais il y en a quand même. Et puis, c'est une question de sens aussi des choses. Autant faire vivre un producteur français sur un territoire plutôt que d'aller à l'autre bout du monde. Je ne dis pas ça pour dire qu'il faut arrêter les échanges internationaux. Certainement pas, mais je pense qu'il y a des gains à faire en matière de relocalisation sans aller encore une fois à l'extrême.
Dans notre dernier webinaire sur la transition alimentaire, Bruno Parmentier avait parlé du local en fait au niveau européen. C'est-à-dire que pour lui, c'est au niveau européen que l'on peut trouver les meilleurs systèmes. J'ai maintenant une question pour Régis. Alors, Régis, en fait, Charlène nous fait part d'une expérience. Je suis intervenu sur la cuisine éco-responsable en établissement de formation professionnelle. Et j'ai effectivement été stupéfaite de l'absence de formation sur la durabilité, que ce soit le végétarien, la gestion des déchets, auprès de ces futurs cuisiniers, qui sont pourtant un maillon essentiel du système alimentaire. Pour toi, Régis, quelles sont les pistes pour introduire plus de modules allant dans ce sens dans les formations professionnelles classiques, on va dire des établissements professionnels? Merci de cette question extrêmement importante, bien entendu. C'est complexe pour deux raisons. La première, c'est que par manque, c'est toujours pareil, c'est comme les hôpitaux, par manque de financement, d'argent tout simplement, il faut savoir que la formation professionnelle technique, les heures de formation professionnelle technique, je parle de la cuisine, et dans tous les autres métiers, dans les 100, 110, 120 métiers, a baissé. Donc, c'est déjà compliqué pour réintroduire des heures de cuisine, et c'est d'ailleurs le mal pour nous, parce qu'on voit arriver des jeunes, formation bac pro, etc., qui manquent d'expérience cuisine. Alors, pour répondre à cette personne, on fait fausse route. Et tout à l'heure, on a parlé, justement, je voulais intervenir, et ça fait très bien maintenant que je puisse le faire, on a fait intervenir déjà depuis un peu plus de 25 ans les poudres. Mais quand on parle de poudre, pensons pas aux poudres déshydratées, etc., qui ont leur effet, qui ont un intérêt, etc. On voit des poudres de champignons, etc. Tout simplement par des lobbies, d'une part, pour d'autres raisons aussi. Et pourquoi je parle de ça? Tout à l'heure, notre ami chef en a parlé aussi. Je vous donne l'exemple d'un jeune qui a envie d'apprendre la cuisine. Il rêve de faire la cuisine. Il rentre à l'école hôtelière ou il rentre dans un CFA. Il va commencer à apprendre à cuisiner avec les poudres. Et j'ai bien aimé l'exemple tout à l'heure. On met tant de grammes de poudre, on apprend à mettre tant de grammes de poudre et tant d'eau. Mais c'est terrible. C'est comme si vous vouliez apprendre la musique sans apprendre le solfège, tout simplement. Allez, vas-y. On y arrive. Hein. Il y a des virtuoses, mais on n'est pas dans tous les coins de rue. Hein. Simplement, je prends le parcours de ce jeune. Il commence à apprendre avec des poudres parce que son professeur lui dit c'est comme ça, c'est pas autrement, on apprend comme ça. Tout doucement, on va le voir apparaître 1 ou 2 ans après. Soit il aura arrêté la cuisine parce qu'il n'aura pas vu de sens dans ce qu'il apprend, soit il aura continué et il va devenir ce qu'on appelle, nous, un réchauffeur. Il va tomber dans les groupes de restauration où il y a des degrés, il y a des manomètres, etc. Et on mélange tout. On n'est plus un cuisinier, on est un réchauffeur. Combien de jeunes on perd comme ça? Combien on en perd en France? Mon combat, mon prochain combat, c'est de mettre à bas tous ces poudres, de les éliminer malgré les lobbyismes. D'autre part, moi je travaille avec des poudres, pas dans mon restaurant. Je travaille pour Air France, pour des raisons sanitaires, etc. Mais on emploie mieux une poudre quand on sait ce que c'est qu'un jus, quand on a appris à faire un jus. Parce que la cuisine, c'est quoi? La cuisine, ça peut être simple, mais comme vous le disiez tout à l'heure, le chef le disait, je le rejoins complètement, faire simple. Quand on apprend la cuisine, on apprend à faire un rôti, on le colore, on fait un jus. C'est ça qui fait le sens. Vous parliez tout à l'heure, il faut que ça ait du goût. C'est apprendre le goût aux enfants, apprendre le goût à ceux qui apprennent le métier pour que ça enregistre dans leurs neurones ce que c'est que la cuisine. La cuisine, ce n'est pas une balance devant soi, on met 30 grammes de poudre et on met 1 litre d'eau. C'est insensé. Je pense que ça, c'est mon prochain combat, d'éliminer les poudres. Ça me paraît essentiel. Parce qu'après, on perd de tout ce qui est connaissance, valeur alimentaire, on perd tout. D'où vient le produit? On est dans quelque chose qui a un non-sens. Et quand on sait que la jeunesse actuelle, qui sont nos enfants, qui nous ressemblent complètement, mais qui, vous le disiez tout à l'heure, ont un regard sur l'écologie, sur le développement durable très, très pertinent, qui n'ont pas toujours les effets dans l'assiette, soit, mais ils s'y accrochent. Moi, je le vois avec mes fils, avec mes enfants, ils sont très accrochés à ça. Donc, on a quand même une puissance de jeunes qui arrivent derrière nous. Et si on les met sur les bonnes rails de donner du sens à leur métier, c'est ce qu'ils recherchent.
Et dans la cuisine, c'est ça. Si on apprend la cuisine simple dès le départ, pas compliquée, où on n'utilise pas ces séculiers de poudre qui ne veulent rien dire, qui sont un non-sens de la cuisine, qui est un non-sens alimentaire, on y arrivera. On y arrivera. Il y a d'autres pays en Europe du Nord, on n'utilise pas les poudres en formation initiale. Pourquoi chez nous on l'utilise? Oui, pourquoi au pays de la gastronomie? On a parmi les participants, Manon Dugré, qui fait part elle travaille à la chaire ANCA d'AgroParisTech, et nous sommes justement en train de travailler à la production d'un programme de sensibilisation à l'alimentation santé et l'alimentation durable auprès des apprentis de CFA, les métiers de bouche. Ce programme sera libre d'accès à l'issue de ce projet pilote en été 2021. Projet en partenariat avec l'école Ferrandi, le FFAS et AG2R. François, je te passe la parole. Oui. Je peux intervenir 2 secondes, Laurent, 2 secondes. Oui. Vas-y, Régis. Ce qui est important aussi, c'est de se connecter. Je rencontre des personnes aujourd'hui. Il faut rester connecté. Il faut récupérer nos adresses parce qu'on en a tous besoin. On se nourrit les uns les autres et on peut être une force commune. Oui, je voulais questionner justement Régis sur la mission qu'il a auprès du ministre de l'Éducation et en particulier le questionner sur ce qui a été dit en matière d'approche au moment de la scolarité et des enfants, de la connaissance des enfants. On sait que réformer des programmes scolaires, ça met un temps fou. Éric pourra d'ailleurs réagir aussi, et ça met une dizaine d'années à passer dans les mœurs, au moins. D'autant que là, pour, j'allais dire, sensibiliser les enfants, il faudrait aussi reprendre la formation des maîtres. Et du coup, est-ce que les recommandations que vous pourriez faire au ministère de la Recherche, de l'Éducation et de la Recherche éventuellement d'ailleurs aussi, pourraient aller jusque-là? Ça me paraît important, il faut vraiment passer le braquet supérieur, comme vous l'avez dit, dès le début. Alors, 2 exemples importants. On nous a dit avec le Covid qu'il fallait 4-5 ans pour avoir un remède. Quand on a la trouille, quand on a le feu au cul, et avec les moyens qu'on a modernes maintenant, alors je ne sais pas ce que va devenir le prochain vaccin, mais apparemment, on n'est pas trop mal, c'est ce qui nous fait espérer. Donc ça, c'est déjà un point. Si on en fait un objectif majeur, c'est un objectif majeur, on peut y aller, on peut y arriver rapidement. Et là, je suis content que vous parliez de cette question de formateur. Ça a été le mur. Former un formateur en France, ça coûte excessivement cher jusqu'à présent. Pourquoi? Parce qu'on le déplace. C'est l'hôtel, c'est les déplacements, c'est les cours. Là, je suis en train de mettre en place une formation e-learning qui fait que ces formateurs, je parle des formateurs cuisine et salle, vont pouvoir aller dans un centre sur lequel je suis en train de travailler pour être en présentiel seulement quelques jours. Tous les 3 ans, tous les ans, on n'en est pas encore là. Mais qui est une formation pérenne, peu coûteuse, sur laquelle maintenant nous sommes habitués, nous y sommes aujourd'hui, où le formateur prend en charge sa propre formation continue, à la fois technique, à la fois pédagogique, et à la fois sur ces sujets qui nous sont chers, de pouvoir former des chefs qui sont formateurs, qui ont 30, 40 ans, 50 ans, qui sont dans les écoles, les former justement à des bonnes bases de nutrition. Ça ne coûte pas grand-chose. Je viens de le démontrer au ministre, c'est encore un peu de temps, parce qu'il y a toute l'administration derrière. Et là, c'est pas très huilé tout ça. Mais espérons. Bon, tu vas changer le gouvernement, hein, Régis. Et puis, je pense, oui, juste un petit mot très rapide, c'est que pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, c'est qu'on parle toujours du coût de la formation. Effectivement, tu as raison, François, des maîtres, c'est absolument essentiel, des cuisiniers, etc. C'est vrai que ça a un coût, mais il faut aussi imaginer ce que serait le coût, à mon avis, bien plus élevé d'une mauvaise alimentation en termes de santé, en termes de dégradation de l'environnement, etc. Hein, donc, vraiment, là, je crois que si on essaye d'abandonner les visions à court terme, on a tout intérêt à investir dès maintenant dans une alimentation durable. Régis, j'ai encore une autre question pour toi qui en fait, et à Philippe aussi. En fait, il y a un vrai problème de considération des cuisiniers de la restauration collective qui ne sont pas respectés comme des cuisiniers en gastronomie. Que pourrait-on faire pour corriger les choses?
Alors, je laisserai parler aussi Philippe. J'ai mon point de vue, je le dis rapidement, personnellement, hein, avec toute modestie. Pour moi, on est tous dans le même bateau. 3 étoiles, 2 étoiles, bistrot et la collective. On fait tous le même métier, nous sommes des nourriciers. Et ça, c'est à prendre en considération. Pour la collective, tu l'as déjà fait, Laurent. Il faut aller plus loin. Il faut les mettre en valeur, ces gens-là. Il y a des étoiliers, il y a des chefs de l'année, il y a le chef, je ne sais pas quoi, de l'année, sommelier, etc. Allez, je sais que ça doit exister déjà un peu. Allons plus loin. Il n'y a pas que les concours, bien entendu, mais pourquoi pas identifier le meilleur cuisinier collectif. Pourquoi? Moi qui vis dans l'organisation du Bocuse d'Or, on a mis des règles. On met un règlement à chaque fois dans ce concours, mais qui est un peu comme la Formule 1, qui fait qu'on met en place des règlements, des thèmes, des sujets qui font que petit à petit, on amène de la technique dans les métiers. Je te donnerai simplement un sujet que j'avais mis il y a maintenant 6 ans au Bocuse d'Or, gaspillage, organisation du poste de travail, etc. Viens au Bocuse d'Or, je t'invite Laurent, qui est déjà venu, je sais. Tu viendrais voir les postes de travail. Tu viendrais voir de quelle façon il n'y a plus de gaspillage dans ce concours, alors qu'il y avait des choses horribles que je voyais avant. Je voyais les choses qui partent à la poubelle. Moi qui aime bien ne pas gaspiller, ça me faisait mal au ventre. Voilà, en collective, mettre en valeur des cuisiniers sur des challenges qui deviennent un petit peu les top des chefs collectifs, chefs masculins et ô combien beaucoup féminins. Les mettre en valeur, leur dire mais vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes au service des enfants, des EHPAD, de la collective, et vous faites des choses fabuleuses, et vous nous avez fait progresser dans la technique, dans les produits, parce que là aussi, on a beaucoup à apprendre hein, au niveau de ces formations. Et moi, j'ai envie de relever un peu toutes les adresses, parce que Philippe, notre ami cuisinier, je voudrais bien le laisser parler sur ce sujet-là. Je prends trop de place là. Ouais, j'aimerais aussi, un peu comme toi, Régis, dire qu'on est tous dans le même bateau, et je pense que quelque part c'est vrai, mais il faut quand même prendre conscience qu'un cuisinier de gastro ou même de restauration commerciale, c'est pas tout à fait pareil qu'un cuisinier de la restauration collective. Un cuisinier en restauration commerciale ou gastro, il va faire la cuisine, c'est son job, il doit le faire, il le fait le mieux qu'il peut. Il a un salaire qui va aussi avec. Un agent de la restauration collective, un cuisinier, il doit faire la cuisine, mais pas que ça. Il doit faire aussi beaucoup de choses, et tout ça pour très souvent un salaire très, très modeste. Donc, on ne parle pas tout à fait quand même de la même chose à ce niveau-là. Et ça, il y a beaucoup de choses à refaire à ce moment-là. Au niveau des missions qui sont données aux chefs de cuisine et aux agents dans les restaurations collectives. Donc, pourquoi est-ce qu'ils sont là? Alors, si on leur dirait vraiment, faites le mieux que vous pouvez pour nourrir nos enfants avec les moyens qu'on vous donne, sûr qu'ils le feraient. Sauf qu'on est loin de là encore. Donc, il y a vraiment des missions à reformuler par rapport aux agents, parce que là, c'est un vrai problème. Ils sont évidemment débordés par les papiers, les commandes, l'hygiène, voilà, en partie. Et il y a vraiment beaucoup de choses qui diffèrent de la restauration commerciale sur ce point-là. L'autre chose pour revaloriser le métier de cuisinier en restauration collective notamment, évidemment, rien de tel que de faire la cuisine et rien de tel que de faire, d'avoir de bons ingrédients. Et il faut se donner les moyens de ça. C'est-à-dire, il faut quelque part légiférer sans doute pour interdire des choses. Sur les produits, les ingrédients qu'on voit sur les étagères des économas dans les cuisines, j'aime mieux vous dire, il y en a plus de la moitié, quand ce n'est pas les 3/4, ce sont des choses qui n'ont rien à faire dans une cuisine. Tout juste si c'est des produits alimentaires. Et c'est ça qui rentre dans les assiettes des enfants. Donc, il faut vraiment se dire que non, quand on fait la cuisine, on fait des carottes, on fait du chou, on fait de la viande, du poisson, on fait des légumineuses et des céréales, mais on ne va pas aller chercher des… Oui, alors on parlait des poudres tout à l'heure, mais il y a des bonnes et des très mauvaises. Il faut vraiment rester sur quelque chose de simple. Et je pense que le cuisinier, si on lui dit, on lui parle des valeurs de la cuisine, c'est-à-dire de nourrir les enfants, du bien manger, c'est quand même pour ça qu'il est devenu cuisinier, qu'il a décidé de faire ce métier-là. Et ça, il n'y a rien de plus beau au monde que de pouvoir faire ça, et surtout dans une école où il y a des enfants. Et il faut leur donner les moyens. Et ça, c'est le revaloriser. Alors, je pense qu'il faut légiférer là-dessus. Je pense aussi qu'il y a une question de salaire à revoir et que
J'irais même à dire que si on s'y prend comme il faut, je pense qu'on a des exemples notamment à Copenhague, où la restauration collective, après avoir revalorisé le métier des cuisiniers, est devenue référence auprès de la restauration commerciale. Et non pas le contraire. Vous voyez ce que je veux dire? Souvent en France, jusqu'à maintenant, la restauration commerciale et gastronomique a été la référence même à laquelle on regarde, et on regarde encore même beaucoup Top Chef et compagnie. Mais je suis assez persuadé que demain, ça devrait être plutôt la restauration collective sociale, en l'occurrence, qui devrait être le moteur et l'exemple pour le reste de la restauration. Merci Philippe. On va prendre une dernière question parce qu'il se fait tard, il est 6h30. On joue les prolongations. C'est vrai qu'on n'a pas une autre émission après. On n'est pas en direct après sur un autre sujet, mais quand même, je vous annonce que déjà, nous avons prévu une autre émission, un autre webinaire en début d'année ce sera le 19 janvier à 17h. Sur cette question, vous savez, les cantines au menu du plan de relance. Parce que le plan de relance, vous savez, on en parle, c'est 50 millions d'euros sur la table, 25 millions première année, deuxième année, mais c'est quand même toujours en cours de réflexion et on a beaucoup de collectivités qui nous interrogent sur ce sujet. Donc la dernière question, c'est une question, je pense qu'elle va intéresser tout le monde. C'est une question de mon ami Xavier. L'alimentation durable est-elle compatible avec une opposition systématique que l'on a tendance à mettre en avant, ou plutôt la recherche d'une complémentarité avec l'ensemble des acteurs de l'alimentation? D'autre part, une des clés ne serait-elle pas l'anticipation et la planification contraignante des besoins alimentaires afin de mieux maîtriser nos striatomes? Ouais, il parle latin, qu'est-ce que vous voulez? On a des gens d'une culture, voilà. Donc, je ne sais pas, Eric, Jean-Marc, si vous voulez réagir à ça, c'est en fait une meilleure connaissance, je pense, du système alimentaire. J'ai vu le message et je suis d'accord avec le fait qu'il est stérile d'opposer, il est stérile voilà, de regarder plutôt la paille qui est dans l'œil du voisin. Non, toutes les bonnes volontés sont invitées à participer à ce changement, à cette transition agricole et alimentaire. Tous n'y sont pas sensibles au même moment pour tout un tas de raisons. Donc oui, je partage cette invitation à la complémentarité plutôt qu'au jugement. Et puis après, sur l'anticipation, oui, bien sûr que si on prend le temps de réfléchir et de poser sa feuille de route, c'est mieux, sauf que je pense que les événements s'accélèrent. Il va falloir décider très vite et anticiper très rapidement. Oui, tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Jean-Marc. Je reviens juste sur le dernier point qui est mieux contrôler le striatum, qui est la partie vraiment interne de notre cerveau un peu archaïque, un peu animal, qui nous fait réagir sans que nous ayons vraiment réfléchi. C'est important, ça montre bien, on parlait tout à l'heure du comportement alimentaire, c'est que il y a une partie des choses qui nous échappent, c'est-à-dire avec les meilleures intentions du monde, eh bien, malgré tout, notre cerveau, notre striatum, cette partie interne du cerveau, elle nous pousse à faire des choix qui ne sont pas vraiment des choix raisonnables. Elle nous pousse à préférer un plaisir immédiat à un bénéfice, et certain, à un bénéfice incertain à long terme. Elle nous pousse à voir dans quelque chose qui nous est proposé, à voir dans une innovation, par exemple, de voir d'abord le coût de cette innovation avant de voir les bénéfices. Donc, c'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle avec des mots savants des biais cognitifs. Notre cerveau, il ne nous incite pas forcément à adopter une alimentation durable. Donc, il faut avoir conscience de ça et puis travailler, comme je le disais, non pas, on ne va pas réussir à contrôler complètement, encore une fois, ce cerveau qui nous échappe pour une part, en tout cas, mais on peut déjà en prendre conscience. Et puis, encore une fois, bien voir que c'est tout l'environnement. Et là, on rejoint la question de la complémentarité qui doit changer. Encore une fois, on ne peut pas demander au seul consommateur de faire tout le boulot, de le montrer du doigt en lui disant tu n'es pas un bon citoyen si tu ne manges pas comme ça, si tu continues à manger de la viande, ou si tu ne manges pas ceci. Ça ne va pas marcher comme ça. Ce n'est pas possible. Donc, on ne peut pas montrer du doigt, on ne peut pas culpabiliser.
Bien sûr que les gens doivent prendre leurs responsabilités, je suis le premier à le dire, mais il faut que le changement soit vraiment un changement de tous les acteurs. Et le rôle des consommateurs, c'est de faire bouger les autres acteurs en utilisant sa carte bleue autant que sa carte d'électeur, mais en utilisant aussi sa carte pour orienter l'offre, mais aussi en utilisant sa carte d'électeur pour envoyer un signal fort aux politiques pour dire là, maintenant, nous, on a envie que ça change. Je ne vais pas reprendre tout ce qui a été dit tout à l'heure. Sincèrement, je veux tous vous remercier pour vos interventions de grande qualité. On a beaucoup de réactions, de questions que l'on va vous faire suivre. Entre autres, Régis, il est vrai que nos amis du restaurant interadministratif de Lyon, tu as une invitation pour t'y rendre. Donc, c'est Philippe Muscat qui nous envoie des questions dont tu répondras, j'espère, par mail. Et puis, il suggère quand même une chose, c'est que l'association Restau'co avait travaillé à la mise en place du concours de meilleur ouvrier de France, donc avec aussi le concours du Gargantua qu'on a finalement qui a été mentionné. Et c'est vrai qu'il y a quand même une dynamique dans la profession de la restauration collective, mais qui doit peut-être aller plus loin. Donc, toutes ces questions, on va vous les faire suivre par mail. Et donc, je voulais vraiment très sincèrement vous remercier. Régis, ce que je veux te dire, c'est qu'on a aussi beaucoup de sollicitations pour ton menu de Noël. Donc, il va falloir que tu nous donnes rendez-vous. Donc, tu es en contrepartie invité au restaurant interadministratif et je peux te dire que là-bas, ils n'utilisent pas de poudre. C'est ce qu'il met et c'est vraiment très, très bon aussi. Il y a des très bonnes adresses de restaurants collectifs. Et donc, je voulais vraiment, sincèrement, tous vous remercier pour la qualité de ces échanges que vous retrouverez, puisque le webinaire va être enregistré, vous retrouverez sur notre chaîne YouTube Défis et Controverses l'enregistrement de cette réunion, ce colloque, et dans quelques jours. Et je vous souhaite à tous de passer de très belles fêtes de fin d'année malgré cette situation quand même un peu compliquée. Mais tout va s'arranger en 2021. Et vraiment, j'étais ravi de vous réunir pour ce dernier webinaire de 2020. À très, très bientôt. Donc, vous avez rendez-vous avec nous pour parler donc, des plans de relance en janvier. Voilà. Merci à vous tous et à très bientôt.